Salut à tous, j'espère que ça va bien. Alors on est toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir dans les œuvres de Nietzsche. Et cette fois-ci, on va commencer à attaquer le chapitre sur la psychologie et le surhumain. Et aujourd'hui, on va voir la critique de la psychologie idéaliste faite par Nietzsche. Alors, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter pour me soutenir et faire de la visibilité. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma communauté sur mon site. Vous aurez des exercices de rhétorique et de philosophie exclusifs, gratuits. On pourra échanger ensemble dessus, toute la communauté et moi-même, je réponds activement. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter. Cette année, on travaillera sur comment créer un manifeste. À savoir qu'un manifeste, en gros, c'est vraiment édifier les valeurs que vous voulez suivre dans votre vie, dans un écrit. Bref, commençons sur la critique de la psychologie idéaliste par Nietzsche. Alors avant toute chose, petite introduction pour ce chapitre. Il faut savoir que pour Nietzsche, on ne peut pas faire advenir le surhumain si on ne comprend pas ce qu'est la psychologie humaine. Et c'est d'une psychologie bien particulière dont on va avoir besoin pour cela, d'une psychologie qui serait maîtresse des autres sciences. Or pour Nietzsche, la psychologie humaine souffre d'être bâtie sur d'énormes erreurs. Des erreurs si grosses que Nietzsche n'hésite pas à dire ceci, je cite, « Avant moi, il n'y a pas eu de psychologie ». Fin de citation. Cette phrase, elle est lourde de conséquences, et afin de mieux comprendre comment la psychologie peut être un instrument afin de faire advenir le surhumain, il va nous falloir dans un premier temps comprendre ce que Nietzsche entend par le fait qu'il n'y avait pas de psychologie avant lui. Ou en tout cas que ce qui s'appelait psychologie avant lui n'en était pas vraiment. Et dans un second temps, on verra en fait la nouvelle psychologie qu'il tentera d'établir. Donc, critique de la psychologie idéaliste par Nietzsche. Si on veut comprendre un minimum la psychologie authentique de Nietzsche, il nous faut d'abord voir en quoi la psychologie traditionnelle est un échec. Je cite, « Toute la psychologie s'est arrêtée jusqu'à présent à des préjugés et à des craintes morales. Elle n'a pas osé s'aventurer dans les profondeurs. » Fin de citation. Il y a au moins deux grands problèmes énoncés par la psychologie traditionnelle comme vérité. Je dis deux grands problèmes, mais il y en a d'autres. En tout cas, on va rester attaché sur cela ici. Je prendrai le temps de développer les autres à l'écrit pour le livre que je prépare dessus. Donc le premier problème réside dans la croyance à un sujet, à un je unitaire, formant le tout de l'esprit. Le second problème, très important, réside dans la croyance en l'indépendance et en la supériorité de l'esprit sur le corps, qui est souverainement admise par la plupart des grands philosophes et penseurs. Et ça, Nietzsche le résume ainsi. Je cite, « Jadis, on voyait dans la conscience de l'homme, dans l'esprit, la preuve de son origine supérieure, de sa divinité. Pour rendre l'homme accompli, on lui conseillait de rentrer en lui-même ses sens à la manière de la tortue, de cesser tout commerce avec ce qui est terrestre, d'abandonner son enveloppe mortelle. Il ne restait alors de lui que l'essentiel, le pur esprit. Là-dessus, nous nous sommes ravisés. » Fin de citation. La psychologie idéaliste repose sur ce genre de préjugés. C'est pourquoi advient, selon Nietzsche, l'erreur cartésienne du cogito, car il tient sur ses préjugés. En effet, contrairement à ce que Descartes avance, le cogito n'est pas une certitude immédiate. Je cite, « Il faudrait enfin échapper à la magie fallacieuse des mots. » Fin de citation. De fait, ce sont bien les mots qui nous plongent ici dans l'erreur du « je pense donc je suis cartésien ». Car selon Nietzsche, ce « je pense » implique déjà plusieurs éléments tels que connaître ce que signifie penser, qu'il y ait un moi préexistant, pouvant le dire, que l'état dans lequel il se pose la question soit comparé avec d'autres états connus. De ce fait, le cogito n'a rien d'une évidence, rien d'immédiat, rien de spontané, car il doit exister quelque chose de déjà construit pour arriver à cela. Et il n'a rien de pur non plus dans son apparente immédiateté, car celle-ci n'est jamais neutre. En effet, nous le verrons plus tard, mais tout est toujours interprétation, et donc tout est toujours teinté d'une certaine couleur. En conséquence, faire réflexion sur soi-même, ou sur
quoi que ce soit d'autre ne sera jamais objectif ou neutre, mais toujours subjectif et teinté par nos inclinations. Même dans la logique ou les sciences, se disant rigoureuses, il n'y a encore une fois qu'autonomie apparente. Je cite, « Derrière la logique elle-même et derrière l'autonomie apparente de ces mouvements, il y a des évaluations de valeur ou, pour m'exprimer plus clairement, des exigences physiques qui doivent servir au maintien d'un genre de vie déterminé. » Fin de citation. De plus, l'erreur des psychologues idéalistes et autres philosophes traditionnels est de prendre pour acquis et connu notre monde intérieur en ne considérant que la conscience. Or, il faut comprendre selon Nietzsche que l'habituel n'est justement pas le mieux connu, au contraire. Tout ce que l'on prend pour acquis est mal connu. Nous pensons cela comme spontané, immédiat, mais il n'en est rien. Ce qui vient à la conscience est le résultat de quelque chose de bien plus complexe, et celle-ci est donc d'ores et déjà influencée par quelque chose qu'elle ne saisit même pas. C'est pourquoi Nietzsche dit « Le bien connu est l'habituel est ce qu'il y a de plus difficile à connaître, c'est-à-dire à voir comme problème, c'est-à-dire à voir comme étranger, éloigné, extérieur à nous. » Fin de citation. Cela permet aussi de mieux comprendre l'obscur passage de la généalogie de la morale lorsqu'il dit, je cite, « À notre égard, nous ne sommes pas des hommes de connaissance. » Fin de citation. Ce passage est à comprendre comme le fait que nous sommes fourvoyés sur nous-mêmes en pensant bien nous connaître, parce que justement c'était nous, alors qu'il fallait justement nous prendre pour étrangers si nous voulions nous analyser ou analyser l'être humain. À partir de la critique du cogito, Nietzsche remonte donc petit à petit vers les racines profondes des préjugés que sous-tend ce propos, ainsi que les propos des psychologues idéalistes, puisque la critique du cogito va lui permettre de l'utiliser comme exemple pour critiquer la psychologie idéaliste. Ainsi, en remontant les racines du cogito, il y trouve deux notions critiquables sur lesquelles repose le cogito. La première, c'est la causalité, tandis que la seconde, c'est l'unité. Selon Nietzsche, la définition du sujet unitaire est une conséquence de la notion de causalité. Causalité qui est intimement liée à la division faite par les traditionalistes entre la réalité en acte et la réalité que Nietzsche va nommer en agent. En effet, la division est tellement ancrée en nous qu'elle paraît normale autant au plus fin des scientifiques qu'au plus lambda des êtres humains. Ce que Nietzsche explique et dénonce ici. Je cite, « Il n'y a pas d'être derrière l'agir, la production des faits, le devenir, l'agent est purement et simplement ajouté de manière imaginative à l'agir. L'agir est tout. Fondamentalement, le peuple dédouble l'agir. Quand il fait luire la foudre, c'est un agir d'agir. Il pose le même événement d'abord comme cause et encore une fois ensuite comme effet. Les physiciens ne s'y prennent pas mieux quand ils disent « la force meut, la force cause ». Fin de citation. Afin de continuer à démontrer l'absurdité d'un sujet dont l'esprit serait supérieur au corps, Nietzsche s'attaque ensuite au sujet pleinement maître de ses représentations, ce qu'affirment sans condition la plupart des psychologues ou philosophes d'avant lui. Il dénonce cette absurdité à l'aide d'un exemple bien précis et en profite pour remettre un coup aux fondations du cogito lorsqu'il va dire, je cite, « C'est qu'une pensée ne vient que quand elle veut et non pas lorsqu'elle veut. » Je cite, « C'est qu'une pensée ne vient que quand elle veut et non pas lorsque je veux, de sorte que c'est une altération des faits de prétendre que le sujet « je » est la condition de l'attribut « pense ». Fin de citation. En français, on a plusieurs expressions sur le sujet. Dans un langage plus ou moins soutenu, par exemple « l'idée m'a frappé », montre bien que c'est une force qui vient à nous sans que nous ayons forcément décidé, et pour Nietzsche, ce serait tout simplement sans que nous ne l'ayons décidé. De plus, même si j'empiète un peu sur la deuxième partie du chapitre ici, il faut savoir que pour Nietzsche, la conscience n'est que la partie émergée de l'iceberg humain. C'est-à-dire qu'elle n'est que la partie visible d'une mécanique beaucoup plus vaste et complexe. Alors là, je vous renvoie au paragraphe 333 du livre 4 du Gai Savoir, dans la traduction de Patrick Voeteling que j'aime bien, qui vous permettra de comprendre ça un peu plus facilement.
C'est un passage assez long, donc là, je ne vais pas le lire. En tout cas, pour Nietzsche, et pour résumer un peu, notamment aussi ce paragraphe 333, il y aurait un jeu interpulsionnel chez l'humain, un souterrain de l'infraconscient, comme même l'appelait Voetlin pour distinguer la théorie de l'infraconscient, donc un peu de l'inconscient de Nietzsche, par rapport aux théories de l'inconscient freudienne et ce qui suivra dans la continuité de la psychologie freudienne. Donc pour Nietzsche, il y aurait un jeu interpulsionnel chez l'humain, un souterrain de l'infraconscient, où se jaugent et se confrontent les pulsions jusqu'à arriver à une entente et une collaboration, qu'importe la pulsion victorieuse, les autres ne sont pas supprimées, elles sont dominées par la plus puissante et ainsi hiérarchisées. En conséquence, lorsqu'une pulsion sort victorieuse, elle apparaît et donne la conscience, qui n'est alors que le résultat d'un long conflit, la surface de grande profondeur. Voilà pourquoi il nous faut repartir sur des bases solides avec Nietzsche, sans quoi le surhumain ne restera qu'un rêve. Et pour cela, Nietzsche nous appelle très fortement à naviguer par-delà la morale, car celle-ci a, je cite, « faussé, a envahi de son essence tout ce qui est psychologie, jusqu'à formuler ce non-sens que l'amour est quelque chose de non égoïste. » Fin de citation. C'est-à-dire qu'elle a tout travesti, jusque dans les bases de la psychologie, elle lui en a fait perdre son but. La morale a donc détruit la psychologie et en a fait la psychologie idéaliste que nous connaissons tous. Pourtant, c'est toujours un instinct qui dirige l'action morale, quand bien même celle-ci croit nier tout instinct en faisant l'apologie de la raison. En effet, Nietzsche dit, je cite, « La foi de tout temps, par exemple chez Luther, n'a jamais été qu'un manteau, un prétexte, un rideau derrière lequel les instincts jouaient leur jeu. » Fin de citation. Or, cet instinct dominant chez les religieux, Nietzsche le diagnostique comme néfaste et dangereux pour la vie. Je cite encore, « Vu de haut, ce fait étrange entre tous d'une religion, non seulement fondée sur des erreurs, mais inventive et même géniale, rien qu'en erreur nuisible, rien qu'en erreur qui empoisonne la vie et le cœur. » Fin de citation. C'est pour ça qu'il nous faut dépasser la morale afin de naviguer avec la vie et non contre la vie. Puisque, encore une fois, la psychologie résultant de la morale n'est qu'erreur d'interprétation selon Nietzsche. Ce que vous pouvez retrouver dans le paragraphe 47, je crois, du livre 3 de Par-delà bien et mal. Donc, la critique de la psychologie idéaliste ainsi que de la morale permet à Nietzsche d'en dénoncer les erreurs, les plus grandes en tout cas, les préjugés les plus profondément ancrés et les affres les plus fortement refoulés de l'humain. La nécessité d'une psychologie plus forte, plus droite et plus authentique se fait alors sentir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, on parlera de la psychophysiologie nietzschéenne. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour me soutenir. Je vous invite encore une fois aussi à aller voir mon site, à vous inscrire à ma communauté. Ça coûte pas cher, hein, c'est un café parisien, j'ai envie de dire, 5 € par mois. Si vous le prenez à l'annuel, 50 €, donc 2 mois offerts. Et tout ce que je publie dans cette communauté vous permettra d'affiner vos compétences réflexives, de mieux penser, de mieux parler aussi, puisque je donne des exercices de rhétorique et de philosophie. Mais je vous donne aussi des petits cadeaux, des choses gratuites. Par exemple, l'intégrale de la newsletter de l'année dernière vous est offerte gratuitement dans cette communauté. Et je vous propose de temps en temps aussi des réductions sur mon contenu, sur mes cours, sur mes formations, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir échanger et vous exercer dans cette communauté. Vous pouvez aussi me rejoindre sur la newsletter. Dans la newsletter de cette année, on va travailler à créer votre manifeste personnel, à savoir notamment les valeurs, les maximes que vous souhaitez voir diriger votre vie, donc vos comportements, vos actions. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. À la prochaine!